Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ce n'est pas toujours si évident. Cet épisode est sponsorisé par la régie publicitaire FinPub et réalisé par la radio Urban FM 104.5, la station urbaine. Pour rappel, ce podcast donne la parole à des personnes connues ou moins connues, mais qui ont en commun la maîtrise de leur sujet. Elles interviennent ainsi sur une thématique précise afin d'ôter toutes méconnaissances, mauvaises informations et déformations de l'information qui biaiseraient notre analyse d'une situation donnée. Ce podcast est disponible en écoute sur YouTube, Deezer, Spotify, Apple Podcasts et sur Urban FM 104.5, la station urbaine. Le chômage. Voici un terme qui anime énormément de débats. Le chômage est l'état d'une personne qui n'a pas d'emploi, mais qui souhaite travailler et recherche un emploi. Un phénomène économique important. La définition du chômage comme l'explication de ses causes et de ses remèdes font l'objet de nombreux débats et controverses théoriques et statistiques plus précisément en ce moment. Nul ne peut parler du chômage s'il ne l'a pas vécu. La difficulté à payer ses factures, la difficulté à prendre soin de ses enfants, la difficulté à se nourrir, à respecter ses engagements, on ne peut pas savoir si on ne l'a pas vécu. Les grandes questions restent alors de savoir comment l'appréhender, comment vivre le chômage, comment se sortir de cette période et surtout comment s'organiser. Je vous invite ainsi à discuter de cette thématique avec mon frère et ami très connu de Libreville, Taxi Choco. Bonjour. Bonjour Gina. Comment vas-tu? Je vais très bien, très bien. Alors merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Je voulais discuter avec toi de la problématique du chômage parce que le chômage, toi tu l'as connu, le chômage tu l'as vécu et surtout tu t'en es sorti. Alors une bonne partie des utilisateurs de taxi à Libreville te connaissent comme étant Taxi Choco. En réalité, qui es-tu? Alors le Taxi Choco, c'est une accroche personnelle que j'ai décidé de choisir parce qu'à la base, je suis marketeur. J'ai un master en sciences de gestion. Et puis, en fonction de l'outil que j'utilise et de l'approche commerciale, je me suis dit, tiens, il y a une approche assez intéressante avec le Taxi Choco. Donc, une cliente m'avait déjà interpellé en ce sens pour dire qu'elle avait distingué la qualité de service, la qualité de l'outil, et elle trouvait que c'était Choco. L'expression était sortie de là, que c'était tellement professionnel. Elle avait dit Taxi Pro Max. Et puis, le mot Choco est resté et j'en ai fait ma marque aujourd'hui. D'accord. Alors, à l'état civil, qui es-tu exactement? Je suis Hendrix Gomery Elando. D'accord. Gabonais? Voilà. Gabonais, père d'une famille nombreuse. D'accord. Voilà, célibataire pour l'instant. Alors, tu l'as un petit peu effleuré, mais est-ce que tu peux nous parler de ton parcours? Tu nous as dit que tu avais un master en marketing. Est-ce que tu peux nous parler de ton parcours scolaire avant qu'on arrive à ton parcours professionnel? Alors, il faut dire que j'ai fait mes études pré-primaires du côté de Port-Gentil, aux Abeilles. Et puis, j'ai basculé sur Libreville, l'école pilote de Nzaon 3, où j'ai eu comment ça s'appelle, le CEP. Et après, j'ai fait mes études secondaires au CS d'Akébé. Je suis allé finir au lycée d'État. Et comme tout le monde peut le savoir, au lycée d'État, c'est assez chaud pour les élèves. C'est la plage, c'est le groove, etc. Clairement. Voilà. Donc, conscient de la prise en compte de mon avenir, j'ai décidé de sortir de là, de sortir de la plage, de sortir des grooves et autres. Et je suis allé à Mouila, vraiment comme ça, comme un cheveu dans la soupe, un fan qui arrive au G4 en Langounier. Et là, j'ai fait seconde, première, terminale, coup sur coup. J'étais premier en tous les trimestres en terminale. Waouh. Ouais, j'étais vraiment... La prise de conscience avait été oui, non, certaine, ça avait marché. Les gens ont cru en moi, en fait, parce que au départ, il faut dire que j'étais très agité. J'étais très agité dans mon cursus secondaire et donc il fallait que je donne un sens à ma vie. Ça n'allait vraiment pas. Il fallait que je me reprenne. Donc je suis allé à Mouila, dans un coin perdu que je connaissais pas, et j'ai eu le temps de me refaire. Les gens ont cru en moi. Le proviseur à l'époque, que je peux citer si vous me permettez. Oui, bien sûr. Donc Monsieur Akomozogo et ses fils, donc notamment les professeurs. Voilà, de Mouila, à l'époque Jean-Jacques Boucavel. Donc là, je suis sorti de là avec un bac
sciences économiques et sociales. Du coup, j'ai eu à m'orienter sur 2 concours exclusivement. Je n'avais pas le rêve de sortir. Ça ne m'a jamais effleuré parce que déjà, je n'avais pas les moyens, je ne rêvais pas. Je rêvais juste de faire quelque chose ici pour moi et de réussir sur le terrain. Et Dieu faisant grâce, j'ai fait 2 concours. Le premier concours de l'IST, j'ai échoué au deuxième passage. On m'a posé une question que je ne connaissais pas, tout simplement, sur les techniques commerciales. Et je ne connaissais pas les techniques commerciales. Je sortais à peine du bac, je ne connaissais pas ce que ça voulait dire. Donc j'ai été recalé au second tour. Je suis à la Port-Gentil, le temps de me refaire. Et puis je suis revenu pour faire le second concours, un dimanche, concours de l'Institut national des sciences de gestion. Et là, je suis de la promotion 2006, je crois. Donc, je suis sorti de là avec un master 2 en sciences de gestion, option marketing commerce international. Donc, j'ai jamais été fanat des mathématiques. Franchement, j'étais un tordu en maths. Mais aujourd'hui, je me suis donné une autre ligne sur les aspects commerciaux. Et je crois qu'aujourd'hui, avec mon côté professionnel dans lequel je me suis engagé, je suis véritablement à ma place. Parfait. Donc, on est sur un pur produit gabonais, un pur produit de l'éducation gabonaise, de l'enseignement pré-primaire, primaire, secondaire et universitaire gabonais. C'est bien ça. C'est ça, l'école publique maraudée. Alors, quand tu es en possession de ton diplôme, est-ce que tu commences directement à travailler ? Alors, il faut dire que j'ai débuté le professionnel en alternance. J'ai fait mes études en alternance. J'habitais les PK. Pour nous, on connaît ce que c'est que la galère. On connaît comment il faut se débrouiller. Donc, j'ai cassé les cailloux pendant que j'étais au lycée. Je vendais les cailloux, je creusais les fosses septiques. Voilà, j'ai fait vraiment tous les petits boulots qu'un homme puisse faire. Voilà, on a joué des championnats pour gagner un peu d'argent, pour payer les cahiers, etc. On a joué au basket en Zion chez les Kings, d'accord. Donc voilà, on a fait ce qu'il fallait, d'accord, pour réussir et pour se maintenir debout. Et donc, non, ça va. Je crois que la rue m'a formé, Libreville m'a formé. Maintenant, après les études, c'est vrai qu'il fallait une orientation professionnelle. Donc, je tâtais le terrain à chaque fois, que ce soit dans le public comme dans le privé. Mais j'avais toujours ce goût de rester avec le client. En fait, c'était ça. C'est le terrain, c'est le relationnel. Ça m'a beaucoup guidé. Et puis, je ne connaissais pas à l'époque ce que c'était que l'entrepreneuriat. Mais il faut dire qu'on a commencé ça bien plus tôt. J'ai vu ma famille se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais on ne savait pas ce que c'était l'entrepreneuriat aujourd'hui. Enfin, hier. Aujourd'hui, ça a pris une autre tournure. Quand on disait entrepreneur, avant, on voyait quelqu'un qui construisait des maisons. C'est ça. Moi, j'ai de la famille, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat depuis fort longtemps. Et donc, aujourd'hui, je suis les traces, un tant soit peu, de ma famille. Et non, on s'en sort véritablement. Et ce premier travail, après les études, tu l'as eu combien de temps après avoir obtenu ton diplôme ? Oula. Alors, ça, c'était un coup de tête. Parce que franchement, j'ai pensé que au sortir de Master 2 et tout ça, diplômé fraîchement, machin, etc., je veux juste déposer mon CV. Tout le monde pense après les études, on se dit, là, je suis à fond, là. J'ai ramé. J'ai vraiment ramé pour avoir un contrat, un véritable contrat. J'ai ramé. J'allais travailler au port, etc., mais pour avoir un véritable contrat, c'était difficile, je ne comprenais pas. À un moment donné, je me dis, est-ce que c'est parce que je n'ai pas un nom de famille ou bien parce que je n'ai pas une connexion, etc. Bon, je ne me suis pas laissé abattre par rapport à tout ça. Je suis resté debout et de fil en aiguille, avec des rencontres, voilà, je suis arrivé là où je suis aujourd'hui. Donc, mais ça n'a pas été facile. Mais quand on entend une brèche, il faut la saisir et il faut s'y accrocher. Génial. Parlons de cette première expérience professionnelle. Donc, ce contrat que tu as pu décrocher en offre, tu me disais que c'était pour une entreprise de boissons. Tu y as travaillé combien d'années ? Alors, j'ai fait 5 ans. Tu avais quel type de contrat ? J'avais un CDD. D'accord. Après, je suis passé en CDI. J'étais brand manager, tout simplement. Voilà, ce qui veut dire que j'étais gestionnaire de la marque pour une boîte de la place. C'était un métier très passionnant. Pourquoi ? Parce que c'était un métier qui correspondait à mon profil. Parce qu'il y avait une forte mobilité qui était là. Vraiment forte mobilité. Je connaissais Libreville, ses coins et ses recoins. Je connaissais les gens. Je voyais les choses se développer. Et ça, je participais à tout ça. C'est ce qui faisait que, quelque part, je sentais que j'avais de la valeur. Que tu étais utile. Exact, j'étais utile. Et puis, tout s'imbriquait entre la formation professionnelle, la formation scolaire et tout ça. C'est-à-dire que
tout s'imbriquait complètement. Les notions, les théories et autres, tout ça, j'étais sur le terrain. Ça prenait du sens. Vraiment. Tout s'ouvrait. Tout s'ouvrait. C'était comme si on plongeait dans la lumière, quoi. Voilà. Est-ce que pendant ces 5 ans, tu te projetais, je veux dire en entreprise, quand on travaille, on passe de CDD en CDI, on commence forcément à se projeter dans la vie. On se dit, OK, avec mes business, avec comment mon travail évolue en ce moment, je vais construire une maison, je vais faire ça. Est-ce que tu te projetais? Évidemment que tout le monde se projette lorsqu'on a un boulot, on commence à voir l'avenir un peu radieux. Toutefois, il y a la réalité qui tombe, la conjoncture. Donc, le Gabon n'a pas été épargné de la conjoncture économique mondiale. Donc, le chômage nous a frappé de plein pied. Le Covid est venu, la Covid est arrivée aussi, avec son lot de misère. Et donc, il fallait qu'on essaie de s'accrocher, malgré que les rêves demeurent. C'est toute une lumière, elle ne pouvait pas s'éteindre. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand tu es dans ton entreprise dans laquelle tu travailles durant 5 ans et qu'un matin, tu comprends qu'en fait, tu vas devoir tout arrêter? Comment la nouvelle est arrivée? Il y a un livre que j'ai lu, je crois que c'est Things Fall Apart, Le monde s'effondre, de Chinua Achebe. Oui, le Chinua Achebe. Voilà. Et ça, c'était difficile de vivre ça, de voir que le monde s'effondre véritablement. On perd un emploi et on se demande qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va devenir. C'était vraiment difficile parce que nous avons des charges, nous avons une famille qui compte sur nous et puis on se demande mais qu'est-ce qu'on devient pour la société, qu'est-ce qu'on devient pour soi-même, quoi. Ça a été galère. Ça a vraiment été galère. Oui, à ce moment précis, quand tu apprends que tu perds ton travail, où est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis tout seul? Est-ce que tu vis avec de la famille? J'ai quitté la maison familiale depuis fort longtemps, vraiment depuis fort longtemps. Et donc, je me suis pris en main depuis longtemps. J'ai commencé à louer très jeune. Après, j'ai eu des opportunités avec des amis. Donc, certains amis m'ont tendu leur paix, j'ai habité chez eux, etc. Mais je me suis fait vraiment depuis fort longtemps. J'ai commencé à louer, je connaissais ce que c'est que de payer mes factures, etc. Et puis, bon, j'ai eu des enfants. J'ai commencé à payer la scolarité des enfants, etc. Donc, on commençait à se projeter dans le noir. Dire que, mais comment on va faire pour l'année prochaine, les enfants, la scolarité? Il fallait rester debout. Il fallait que les enfants aient à manger. Il fallait que la santé soit au rendez-vous. Il fallait assurer tout ça. Et donc, on se projetait, mais ce n'était pas facile. C'est par la foi aussi en Dieu qu'on n'a pas baissé les bras. Oui, je comprends. Je comprends très bien. Alors, si on a envie d'avoir une image claire de ce que c'était, quand tu apprends que tu as perdu ton travail, on essaie de l'évaluer. Tu es sur combien de charges financières par mois à gérer pour le mois prochain sans aucun emploi? Alors, à la vérité, à tout casser, on n'est pas moins de 500. Parce qu'on a le loyer, qui est déjà à la moitié de 500. On a la scolarité des enfants, qui est quasiment à plus de 100, si on considère les fournitures et autres. Oui. Donc, quant à la santé, ça ne prévient pas. L'enfant peut tomber malade, une fièvre, une dent cassée. Les enfants à bas âge, ils ne sont pas à l'abri de tout, quoi. Voilà. Et donc, quel est ton état d'esprit quand au lieu d'être au travail le lundi, tu es dans ton salon et tu sais que il n'y a pas de voie de sortie, quoi. C'est fini, il n'y a pas d'entrée d'argent. Quel est ton état d'esprit à ce moment précis? Alors, il faut dire que, comme tout jeune homme, on essaie de voir la famille. On essaie de voir celui qui a un peu d'argent, celui qui est un peu riche, le tonton qui est positionné quelque part. Oui, on a tous un tonton qui a de l'argent. C'est ça, un grand frère, etc. C'est-à-dire qu'on essaie de chercher une branche sur laquelle il faut s'agripper. Voilà, on essaie de chercher une branche. Malheureusement, ces branches aussi, elles sont devenues des branches parce qu'au départ, elles étaient des racines, elles ont mûri, etc. Donc, ils ont fait leur vie et puis voilà. Donc, ils ont un temps pour soutenir certains, ils ont un temps aussi pour nous laisser, tout simplement, pour nous apprendre à ce que la vie nous enseigne elle-même, donc au travers des choix que nous faisons. Donc, ça n'a pas été facile, vraiment, ça n'a pas été facile, mais j'ai su compter sur les proches, parce qu'à ce niveau, si vous n'êtes pas soutenu, si vous n'avez pas d'amis, si vous n'avez pas une famille, vous pouvez véritablement perdre la boussole. Donc moi, j'ai su compter sur des amis, je suis compté sur moi-même également, parce que c'est le moment de ne pas perdre le cap. Sinon, on a vite fait de tomber dans
dans tout ce qui est néfaste pour soi, quoi, et pour sa famille, c'est-à-dire la drogue. Là, il faut nous expliquer. Alors, le soutien de la famille et puis surtout se battre soi-même, ça peut sembler vague pour certaines personnes qui nous écoutent en ce moment. On a, de la même manière qu'on a un tonton qui a de l'argent ou une tantine qui a de l'argent, tous autant que nous sommes dans notre famille, on a au moins un parent ou un ami qui traverse une période mais difficile parce qu'il n'a pas d'emploi, parce qu'il a des factures à payer et qui nous envoie peut-être un WhatsApp, un texto de temps en temps. Est-ce que tu as 50 colos, je te promets, je te rends. Mais on sait bien qu'il ne va pas rendre parce qu'il n'a pas de travail. Donc à cette personne-là qui nous écoute aujourd'hui, quand tu dis qu'il faut compter sur le soutien de la famille, le soutien de ta famille était de quelle sorte? Comment ça s'organisait? Et quand tu dis il faut se battre soi-même, tu te battais de quelle manière? Alors, ce que je veux dire en résumé, c'est que faut pas être seul. Au départ, on est de quelqu'un. On est de la famille, que ce soit maternelle comme paternelle. Donc, pour moi, c'est de dire, faut pas se replier sur soi. Il faut aller vers la famille. Il faut au moins que les gens connaissent ce que tu vis. Parce qu'on pourra te faire le reproche de savoir que, oui, mais tu es dans telle galère, nous, on n'était pas au courant. Le pire t'est arrivé, on n'était pas au courant. Donc, faut jamais être seul. Et puis, ce que je veux dire quand je dis faut compter sur moi, c'est que je suis valide. J'ai des bras, j'ai de l'intelligence, etc. Donc, je me suis levé. Je me suis levé parce qu'il est question de ma destinée. Il est question de ma vie, avant tout. Donc, au-delà de compter sur les proches, aujourd'hui, un petit 50 000, un petit 20 000, on ne va pas toujours être la ramasse de la famille. Il faut montrer qu'on peut s'en sortir. Donc, il y a des aînés qui m'ont tendu la perche, qui m'ont donné un peu de sous, etc. Mais ce n'est pas tous les jours qu'on nourrit sa vache. À un moment donné, la vache elle-même, elle va brouter ailleurs, quoi. Donc, c'est ça. J'ai pu compter sur les proches, comme je disais. Et puis, moi-même, je me suis levé. Il faut saisir les informations également. C'est ça, être debout. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a une intelligence, on sait qu'on a un background. On ne va pas rester à la maison. Même quand on est à la maison, qu'est-ce qu'on fait à la maison? Qu'est-ce qu'on fait à la maison? Même quand on est à la maison, on fréquente qui? Quand on est au chômage, on fréquente qui? Il faut s'agripper à ces gens. Tu n'étais pas au bar à 7 heures? Ah, l'alcool, le bar. Si, j'étais au bar souvent. J'étais au bar parce que, vous savez, on a des amis au bar. On a des propriétaires de bar. Et puis, l'ambiance qu'il y a au bar n'est pas forcément néfaste. Non, bien au contraire, il y a de la joie. Au lieu de déprimer seul, on retrouve des amis. Partager une bière, c'est pas seulement l'alcool, c'est aussi partager des expériences. Et c'est de là que le relationnel aussi peut sortir. Et donc, lorsque moi je suis au bar, je rencontre des personnes âgées qui me font comprendre qu'ils sont aussi passés par là, par les galères. Et donc, tout ça me fortifie pour que quand je rentre le soir, même si je suis un peu genre, comme on dit, pour un langage, pour dire que j'ai un peu trop bu, mais je rentre avec le sourire. Et donc, eux de rentrer avec des larmes, de la tristesse, non, je rentre gaillardi pour dire que demain, c'est notre jour. Voilà, à chaque jour suffit sa peine. D'accord, donc toi, tu étais au bar pour une raison bien précise. Hein. Ah, très bien. Tu n'étais pas là-bas pour te saouler et pour te bagarrer. Non, disons qu'il y avait l'utile, on joignait l'utile à l'agréable, tout simplement. Voilà, il n'y avait pas que le bar, il y avait plein d'endroits que j'allais, plein d'endroits. Je fréquentais les églises également. Quand je dis les églises, parce que je considère que Dieu est partout. J'allais dans les assemblées. Je fréquentais également des frères musulmans. J'allais partout. C'est-à-dire qu'il faut aller là où l'information peut te guider. En fait, tu restais actif. Même si tu n'avais plus de travail, tu es resté actif. Exact. Tu es resté tu as participé à la vie de la cité, en fait, pour toujours être à l'affût de tout ce qui s'y passait. En effet. Je pouvais comprendre les problématiques qui se portaient au quartier, de voir que, par exemple, il y a les trous, la route est cassée. Et donc, je comprenais pourquoi certains petits pouvaient venir mettre les cailloux et autres, parce qu'il fallait qu'ils soient actifs et gagner un peu de sous pour rentrer chez eux, pour payer le lait aux enfants, etc. Donc, c'est pas voir que quand quelqu'un est debout, il est dehors, il vagabonde. Non, il observe. Et ça lui permet aussi de réfléchir et trouver les solutions. La personne que je suis, avec son background, arrivait à comprendre un peu les situations politiques pour dire, mais je suis au chômage aujourd'hui, pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est de ma faute, c'est de mon vouloir, ou bien c'est l'État qui n'arrive pas à me donner du travail? Mais j'arrivais aussi à comprendre les entreprises qui fermaient. J'avais à pouvoir, quand je marchais pour déposer les CV, je voyais les entreprises fermées. Je n'étais pas le seul à déposer les CV. Je comprenais même pourquoi le gardien me demande de patienter. Il me dit, laisse ton CV là. Parce que peut-être, si je donne le CV à tel endroit, ça ne va même pas arriver, personne ne va regarder. Moi, j'ai vu mon CV traîner chez un garde coupé. Pour de vrai, mon CV.
J'arrive manger les coupés, le gars me sert sur mon CV. Je lui montre, mais ça, c'est ma photo. Pour de vrai. Non. J'ai ri. Ah. Mais j'ai jamais baissé les bras. J'ai gardé cette feuille de coupé là pendant peut-être 2-3 mois. 2-3 mois, j'ai gardé ça. J'avais présenté ça à un de mes frères. J'ai dit, mais regarde, un jour je vais travailler, c'est pas grave. Donc voilà, on baisse pas les bras, on reste debout et on participe à la vie active d'une certaine manière, quoi. Combien de temps tu restes au chômage? Alors j'ai quand même fait 3 ans au chômage. 3 ans. Oui, mais dans les 3 années de chômage, j'ai vécu quasiment 1 an de dur à Port-Gentil. De dur, j'avais rien. Vraiment, j'avais rien à Port-Gentil. Où vivais-tu? J'étais chez la famille, d'une part parce que j'avais perdu mon papa. Et donc, j'étais chez la famille. Et après, j'ai une amie qui m'a hébergé. Et elle m'a beaucoup soutenu. Je voulais vraiment tirer un chapeau sur elle. Et malheureusement, pour elle, aujourd'hui, c'est l'inverse. Elle se retrouve au chômage. Voilà. Donc, je veux dire que c'est de chez elle, c'est vraiment de chez elle que Dieu a agi dans ma vie parce que la profession que j'ai aujourd'hui, je l'ai nourrie depuis Port-Gentil. J'avais espoir que je devais faire taxi. C'est bizarre. Mais je ne crois pas que c'est bizarre. Je dis c'est juste un miracle. Je savais que je devais faire taxi. J'avais acheté ma SIM Libertis à RTL. Et puis j'étais blasé. Je disais, mais comment les gens, dans leur travail, ils ont le même numéro en RTL? Et là, j'ai vu un pote. J'ai dit, non, je veux le même numéro en Libertis. Il m'a dit, oui, c'est possible. Il ne faudrait pas que quelqu'un l'ait utilisé. J'ai dit, non, mais tu veux ça pourquoi? J'ai dit, mais moi, je connais un grand là qui a le même numéro, mais c'est professionnel. C'est quoi professionnel? Moi, je veux mon taxi, je veux mon boulot, je veux utiliser ça. Et puis, il m'a donné ça. J'ai eu ma puce Libertis. Donc, j'avais le même numéro en Libertis en RTL. Et c'est le même numéro que j'ai aujourd'hui. Depuis, ça n'a pas changé. C'est-à-dire que ce que j'avais proclamé, ce que j'avais dit depuis, au chômage, quand c'est la dure, mais vraiment la dure à Port-Gentil, je suis arrivé à Libreville, pam, j'ai utilisé son numéro. Génial. Tu nous as dit que cette personne, ton ami qui t'avait hébergé quand tu étais à Port-Gentil, a joué un très grand rôle dans ta vie d'aujourd'hui parce qu'elle t'a aidé à traverser tout ça. De quelle manière? Je pose la question parce que, comme je disais, chacun de nous, on a au moins une personne qu'on connaît qui traverse cette situation de chômage. Et parfois, on est impuissant. Si on avait un emploi, on le lui donnerait directement, mais on le voit là en train de broyer du noir au quotidien. On ne sait pas quoi lui dire. Qu'est-ce qu'elle faisait exactement? Qu'est-ce qu'elle te disait? Alors, la première chose, c'est l'écoute. Vraiment, la première chose, c'est l'écoute. Lorsque quelqu'un est attentionné sur vous, sur votre situation, c'est déjà ça. Franchement, je bénis cette personne. Parce qu'elle m'a écouté. Elle a eu du temps pour moi. Elle a eu du temps quand, par moments, je m'effondrais. Parce que oui, je m'effondrais. J'étais à Port-Gentil, j'étais loin de mes enfants, j'étais loin de ma famille. Et donc, je me disais, qu'est-ce que je veux rapporter aux enfants? Comment je veux revenir à Libreville sans avoir le boulot et santé? Donc ça, c'était difficile. Mais on avait un ami qui était là. Elle n'était pas la seule, il y avait d'autres qui me soutenaient, qui venaient me chercher le soir pour dire, bon, on va marcher, on va faire du sport. Vous voyez? Donc, il y a les paroles aussi. Quand quelqu'un croit en vous, lorsque vous dites des choses qui n'existent pas, pourtant vous êtes dans une situation misérable. Vous n'avez même pas de quoi vous vêtir décemment. Vous n'avez même pas de quoi manger décemment, mais on vous apporte tout ça. C'est-à-dire que c'est comme le ciel s'ouvre aujourd'hui pour vous. Vous ne savez même pas si vous allez manger à midi, mais le ciel s'ouvre pour vous aujourd'hui pour vous dire, un pote va vous chercher pour dire, bon frère, tu fais quoi? Allons, accompagne-moi. Et puis vous avez vraiment un dîner, mais un repas de prince, jusqu'à bouteille de vin, et puis le soir on rentre en décalé. Chose qu'on n'espérait même pas. Donc ces gens-là, du côté de Port-Gentil, j'ai des amis qui m'ont véritablement soutenu à Port-Gentil comme à Libreville. Mais cette aide, elle était en même temps matérielle et immatérielle. Voilà. D'accord. C'était très important du coup qu'il vous prodigue autant de conseils, histoire de vous garder aussi, histoire de te garder aussi en alerte, quoi. On ne sait jamais et tout ça, que tu gardes toujours le mind fort. Mais on a parlé un peu de sport, on a parlé de Dieu. Quelle était ta routine de chômeur au quotidien? Oula, il n'y avait vraiment pas de routine. Non, on ne va pas dire qu'il y avait une routine. Parce que chaque jour, on faisait quelque chose de nouveau. Enfin, il y avait au moins quelque chose de nouveau qui arrivait. On n'était pas véritablement dans la même routine. Enfin, ce qui me concerne, je ne pensais pas que c'était la routine. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, comme je disais, du côté de Port-Gentil, je pouvais me lever et puis j'allais à la plage, j'allais regarder les autres qui se lavaient, qui se baignaient. J'allais aussi regarder comment certains arrivent, malgré tout, de pouvoir vendre de la boisson en situation compliquée, ouvrir un bar, etc. Donc je réfléchissais également.
Mais il n'y avait pas la routine véritablement. Je ne prenais pas ça comme une routine. Parce que chaque jour, il y avait une réflexion nouvelle sur une situation particulière. Il faut dire, comme je disais, j'étais manager. Je suis manager. Je suis un gestionnaire de base. Donc, toute situation qui s'offre à moi comme problématique, pour moi, dans ma tête, ça recherche la solution. D'accord. Donc, il n'y avait pas une routine qui se disait, non, je me réveille le matin, je vais au bar, je reviens le soir. Non, c'était pas ça. Franchement, c'était pas ça. Un jeune, un taxi, un avenir. Qu'est-ce que ça t'évoque quand je dis ça? Alors, déjà, il faut rectifier. C'est un taxi, Voilà. un emploi, Un taxi, un emploi, un avenir. un avenir. Voilà. Beaucoup de griefs ont été portés sur ce projet. Parce qu'on dit, effectivement, vous avez fait l'erreur en disant un jeune. Et donc, les gens disent, ah, mais c'est seulement pour les jeunes? Non. Il n'y a pas que les jeunes. Ou bien c'est seulement pour les hommes? Non. C'est pour tout le monde. C'est pour les femmes, les jeunes et les vieux. Ceux qui sont en recherche d'insertion professionnelle, de reconversion professionnelle également. Donc actuellement, sur ce projet, il y a plein de personnes qui sont jeunes et vieilles, femmes et hommes. Donc, dès que vous dites ça, c'était un déclic pour moi. Voilà, oui, parce que c'est la lumière qui est venue éclairer les ténèbres. Parce que je sors du chômage avec ce projet. Vraiment. Mais comme un bon Gabonais, j'y ai pas cru au départ. Vous voyez, les choses télévisées, les annonces et tout ça, ça passait à la radio, à la télé, etc. On ne prêtait pas trop attention. Personnellement, je n'y prêtais pas trop attention. Mais là encore, c'est un ami. Comme je vous dis, c'est toujours les gens qui vous entourent. Bien choisir son entourage. Voilà, ce sont les gens qui vous entourent. Parce que les gens qui vous entourent vont forcément vous donner une information qui peut basculer le cours de votre vie. Et c'est ça qu'il faut. Il faut vous attacher à ces gens-là qui veulent votre bien, qui sont prêts à vous donner l'information qu'il faut. C'est ça. Donc cet ami m'a donné l'information qu'il fallait au moment où il fallait. Quel était le contenu de cette information? Qu'est-ce qui s'était exactement passé? Nous, on veut tous les détails. Il avait appelé « Allô, Hendrix? Oui, j'ai vu un truc à la télé. Bon, qu'est-ce qui s'était passé? Je faisais le clando. Je me rappelle, c'était un après-midi, je faisais le clando. Là, on est toujours à Port-Gentil? Non, on a Libreville. On a Libreville. Je suis rentré. Et donc, j'avais mon tof-tof, je faisais mon clando et tout ça. Et tu faisais quelle zone? Je faisais, moi j'étais hors zone. J'échappais à... Hey, Gabonais. À la police et oui. tout ça. Donc, j'étais du côté de PK8. Et puis, il m'a vu passer. Il était aussi au PK8. J'allais à Mélène. Il m'appelle. Ouais, Goméry, c'est mon deuxième prénom. Tu vas où? J'ai dit, non, je suis en train de travailler, je vais au PK12. Viens ici, viens me donner une bière. J'ai dit, non, moi, je prends le travail, je travaille, je vais te donner une bière. Non, toi, va travailler, offre-toi ta bière. Toi, ta bière, Et il me dit, non, viens, j'ai une information pour toi. Je dis, ok, bon, j'arrive. Mais j'espère que c'est pas la bière et moi, je travaille. Il me dit, non, viens. Et puis, j'arrive. Quand j'arrive, il est au bar. Il est au bar, mais il boit un jus. J'ai dit, ah, c'est bon, ok. J'arrive, je m'assois. Il me montre le reçu ou la quittance d'identification au projet. Il me dit, non, mais j'ai déposé mon reçu, etc. J'ai dit, oh, l'affaire là, maman m'a parlé de ça. J'ai des potes qui m'ont parlé de ça, c'est passé à la télé. Il me dit, non, mais c'est sérieux. Et comme je sais le frangin sérieux, j'ai dit, non, il y a quelque chose. J'ai dit, bon, ok, moi aussi je vais tenter. Qui ne tente rien à rien. Et figurez-vous, c'était le dernier jour du dépôt de dossier. Non. Un vendredi après-midi. J'ai couru à la maison. Parce qu'il m'a dit, même les copies, c'est pas grave. J'ai couru à la maison, je suis allé prendre le permis, le dossier, tout, permis, tout, diplôme. Je suis allé déposer. Et quand j'arrive pour déposer l'après-midi, je croise un gars que j'ai reconnu même qui habitait Nzarion. Un gars qui travaille au PNPE, anciennement appelé l'ONE. Il m'a dit, mais tu viens à l'heure là, machin, etc. Il voulait me caler. J'ai dit, non, frère, regarde, j'étais en train de chercher des photocopies, etc. J'ai déposé mon dossier. Il m'a donné la fiche d'identification, etc. Je suis rentré à la maison, retrouvé mon pote. Et puis, bon, on a bu une autre bière. Il me dit, non, tu sais, il y a un autre projet en cours et tout ça, du côté d'Arkanda, machin, mais là-bas, on donne de l'argent. Je dis, moi, j'ai pas d'argent. De toute façon, il faut donner une caution, etc. J'ai dit, non, on va attendre ça, on va attendre le projet, là. Et puis, de fil en aiguille, à cause de ce papier, je regardais ce papier, j'allais maintenant me renseigner sur le projet. Donc, j'allais sur YouTube, je cherchais l'information sur le projet. Oui. Et puis, j'ai commencé à me dire, bon, ok, en fait... Mais c'est taxi, mais c'est le réel. Mais c'est mon projet que j'avais rêvé de Port-Gentil. Ah, mince. Non, c'est bon. Ok, et là, je crois à ça. Et là, si j'ai mon taxi, fin. je vais. Et puis, de fil en aiguille, le projet est lancé.
D'autres poteaux, d'autres amis aussi sont dans le projet. On s'est vus. Et puis, on a commencé à réfléchir sur le projet. Avant même qu'on ait les voitures, on a commencé tous à se projeter pour dire, bon, voilà, on va travailler de telle sorte, élaborer des stratégies. Donc, dans ce projet, moi, j'y ai cru dès le départ. Quand je dis je l'ai cru dès le départ, c'est parce que j'avais cette pensée depuis Port-Gentil. Ce qui fait qu'aujourd'hui, avec l'information que mon pote m'a donnée, non, je me suis accroché à ce projet. Deux choses, revenons sur deux choses capitales. Premièrement, ton permis de conduire, en quelle année tu l'as passé, pourquoi? Alors, mon permis de conduire, c'est mon oncle, le grand frère de ma mère, qui m'a obligé à passer le permis. J'ai dit obligé. Pourquoi? Parce que mes aînés et moi, on volait ces voitures pour aller à l'école, pour grouver, etc. Donc, je commençais à conduire sur les cuisses de mon tonton. Et donc, chez nous, la conduite, c'est une passion. La voiture, c'est vraiment une passion. Tous mes petits frères, tous mes aînés, on aime la voiture. Donc, franchement, il y a longtemps que j'avais ce permis qui ne servait vraiment pas parce que je ne comprenais pas pourquoi même les catégories de permis. J'avais pas ça à l'idée, quoi. Je ne comprenais pas le sens des permis. Pour moi, un permis, c'était juste pour avoir l'autorisation pour conduire la voiture de tonton. C'est tout. Le reste, ça ne me concernait pas. Je ne connaissais pas les catégories du tout. Génial. Voilà. Alors, premièrement, je disais, on devait parler de ton permis de conduire et de l'importance d'avoir un permis de conduire. Ensuite, tu l'as évoqué très rapidement, tu as parlé du PNPE. Je vais préciser que c'est le pôle national de la promotion de l'emploi, ancienne ONE. Et ce dont on parlait tout à l'heure, un taxi, un emploi, un avenir, est un programme national qui avait été mis en place et qui concernait les Gabonais qui souhaitaient bien y souscrire ou y candidater. Alors, pour que ce soit bien clair, lorsque tu as déposé ton dossier en toute honnêteté, Hendrix, tu avais un parent là-bas. Quelqu'un qui a dit que bon, j'ai fait pousser son dossier, lui, il va avoir le taxi. Alors, je vais vous expliquer. Quand je dépose mon dossier et qu'on me donne la petite fiche et tout ça, le dépôt de dossier, je réfléchis. Je me dis, il y avait combien de dossiers qui ont été déposés? C'est qui même qui a déposé le dossier? Et puis au final, on s'était retrouvés. Lorsqu'il y a eu une première communication du PNPE, anciennement appelé ONE, oui, sur leur page Facebook. Les noms sont sortis. Je me demandais, mais qui sont-ils? Et puis, j'ai vu les noms familiers. Je dis, mais le projet, là, finalement, c'est pour tous les Gabonais. Ça s'adresse à tous les Gabonais? Non, mais c'est sérieux. Donc, je suis allé et on s'est retrouvés tous, les anciens, qui étaient, ou d'autres, dans certains secteurs d'activité, qui étaient au chômage aussi comme moi. On s'est retrouvés là pour dire, mais les gars, donc on se recherche une nouvelle vie, un nouveau boulot. Ça va être passionnant. Mais évidemment. C'était excitant. Donc, non, il n'y avait pas de... Oui, non, c'était très chaleureux. On a préparé les tests, on a tout préparé ensemble. On a formé une belle équipe avec même ceux qui n'ont pas réussi au test, parce qu'il faut dire qu'il y a eu des recalés. Mais je veux souligner quelque chose. On n'était pas si nombreux finalement à avoir déposé les dossiers. Nous étions environ, même pas 100 à avoir déposé. Imaginez-vous un projet de l'État comme ça. Il n'y a même pas 100 dossiers déposés. C'est-à-dire que quelque part, les gens n'ont pas cru. Mais même après... Et donc, quand toi, tu as déposé, quand tu as appelé pour la deuxième phase, je suppose, les tests, tu y es parti toujours avec à cœur que tu y croyais? Ils m'ont énervé quand ils m'ont donné l'enveloppe sous pli fermé. Il fallait regarder si on était admissible. D'accord. Donc, ça, c'était sous un pli, on ne pouvait pas savoir. On ne pouvait pas savoir. Et je refusais d'ouvrir mon pli parce que... y a un qui a ouvert son pli et c'était l'échec. C'était non. Voilà, c'était une fait non-recevoir. Et j'ai un ami, Ulrich Magassi, qui a ouvert pour moi. Parce que je dis non, je peux pas accepter que je sois à ce niveau et puis on me recale. On me recale pour quoi? À cause de quoi? La conduite, non, quoi? Non. Je refusais l'échec. Je dis non, c'est pas possible. Et puis il a ouvert mon enveloppe. J'ai été admissible pour pouvoir passer les tests de conduite. Et pour moi, je me suis dit, non, test de conduite. Non, je conduis depuis Kalakala. La voiture de tonton, là. La voiture, non, il n'y a pas. Et c'est là que, quelque part, en parlant du permis, parce que c'était un critère important, le permis de conduire, mais de la catégorie en question. Vous voyez, je vais dire aujourd'hui à certains frères qui sont à la maison, qui ont des diplômes. Mais des diplômes, le permis est un diplôme. Et c'est une clé pour l'emploi. Oui. Et même la catégorie du permis, voyez-vous, le permis B correspond à une catégorie de véhicule. Oui. Et donc, peut-être à un certain type d'activité. Mais le CD, c'est directement pour le transport en commun et un autre type de véhicule. Vous voyez un peu.
Pour ça, moi, je ne savais pas. Vraiment, quand j'ai décidé de me lancer dans le secteur du transport en commun, non, là, maintenant, je me suis renseigné sur tout et pour tout. Les catégories de permis, à quoi ça sert, pourquoi. Mais il y a des gars qui gagnent 2 millions de francs CFA en étant chauffeur seulement. Chauffeur. Oui, je confirme. Chauffeur, grutier, etc. C'est-à-dire que le permis de conduire, mais c'est une clé pour eux. C'est une clé. Donc, on peut ne pas réussir dans les études. Hein. On peut ne pas avoir un niveau d'études bac plus ou quoi que ce soit. Mais le permis de conduire, frère, si tu as ça, tu as ton emploi aussi. Si tu as ça, c'est une clé. Donc, il faut utiliser les clés que nous avons. C'est ça que je veux dire aussi à certains. Alors, avant de passer à la suite des questions, on aimerait bien des nouvelles de ton pote qui avait déposé le dossier avant toi. Ah, mon pote Eddy. Malheureusement, il a été recalé. Mais pourquoi il a été recalé? Il le sait lui-même. Quand il est arrivé pour les tests, il ne maîtrisait pas l'outil informatique. Il n'aimait pas les ordinateurs. Il n'avait même pas de compte Google. Donc ça, c'était un défaut. Ça, c'était quelque chose qui l'a coûté. Donc, j'ai dit aux gens, lorsque vous vous intéressez à certains métiers, mais il faut vous outiller également. Oui. Voilà, il faut vous outiller. Parce qu'il ne faut pas avoir, ça c'est juste une contribution personnelle, il ne faut pas avoir des smartphones, les utiliser toute la journée uniquement pour TikTok, Facebook et ainsi de suite. Il y a tellement de choses à faire aujourd'hui. Je pense que toute cette histoire de podcast est venue aussi d'une observation, de recherche sur Internet, voir comment les charger et ainsi de suite. Et surtout quand on a envie de se lancer dans quelque chose ou quand on a envie de diversifier ses chances dans un domaine précis, on va faire des recherches. On ne se laisse pas aller juste au vent comme ça et puis ça nous pousse de gauche à droite. Alors on a parlé de tests, on a parlé des tests de conduite, on a parlé aussi de tests, je pense, voilà, numériques et tout ça. Il y avait quel autre type de test encore? Il y avait 3 types de tests. Alors le premier test, comme je disais, c'était un test qui revenait, je crois, de France. C'était un QCM. Oui. Mais qui avait beaucoup attrait avec notre personnalité et nos aptitudes professionnelles. Donc, je crois que ça sortait un algorithme sur ces 3 questions, ces 3 aspects, et puis ça sortait une évaluation, une note. Maintenant, une fois validé ça, il fallait attendre encore pour pouvoir passer les tests de conduite. Les tests de conduite sont de 2 ordres. C'est la pratique et la théorie. Donc, on commençait par la théorie. Et là, on avait un moniteur, on était dans une salle, on avait, on va dire quoi, on avait un moniteur sur la main et on regardait un écran, on pouvait répondre aux questions. Et là, on avait les réponses aussitôt, parce que les questions étaient balancées, l'image était projetée. Positif. Voilà, nous, on demandait, on posait une question et on disait la réponse est A, B, C et D. Donc, vous choisissez si c'est A ou B, mais 2 fois, il y avait une question où la réponse était B et C. Mais si vous trouvez seulement B, et vous ne trouvez pas C, vous avez 0. Oui. Donc là, il n'y avait pas la triche. C'était, vous regardez, tout le monde pouvait connaître sa note. Aussitôt, dès que c'est fini, vous avez répondu à la question, vous savez que c'est faux, parce qu'on vous donne automatiquement la réponse. On corrige aussitôt. À ce niveau, il y avait la transparence totale. J'imagine. Dans la salle. C'est-à-dire, on stressait au niveau où, et là encore, je veux dire, si on était école, c'est que la réalité n'est pas la même. Après, sur la conduite. Parce qu'on nous expose beaucoup de choses à l'image. Un policier debout, le temps qu'il fait. Donc, il y a beaucoup de... C'est compliqué. C'est différent. C'est compliqué. La réalité ne met pas en avant le fait que les piétons, ils aiment quand le fait est vert. Non, le code Rousseau, il est fait en France. Il est fait dans certains États. On s'est dit, bon, il y a la végétation, il y a le marquage au sol, etc. Vous voyez un peu. Donc, ici au Gabon, ici à Libreville, non, 2 fois, la saison n'est même pas, la saison ne s'y est pas. On n'a même pas l'automne, on n'a pas, je ne sais pas. Donc, on nous pose des questions sur le printemps. Oui, peut-être là, il faut qu'ils améliorent ça pour la prochaine fois. On nous parle du verglas et tout ça. Vous voyez un peu, pauvre de nous. Donc, non, il faudrait contextualiser également certaines épreuves parce que certains ont peut-être pu échouer à cause de ça. Donc, en termes parce de... que le contexte, c'est pas... Voilà. On ne peut pas aller répondre sur exact. des choses liées à la neige si on n'a pas de neige chez nous. Quoi. Exact. Et à ce moment précis, pour revenir à toi, au fur et à mesure que tu avançais dans ce projet, tu ne te disais pas « Ah, j'étais manager dans Libreville, je vais maintenant être taxi. » Ah! Aucune non, chance. Tu te disais pas ça? Aucune chance. Pourquoi? Bien au contraire. En fait, là, tout prenait forme.
Vraiment, tout prenait forme. Je partais, comme je disais, d'un projet qui était né du côté de Port-Gentil, où je devais être taxi. Mais le projet en lui-même, dans son essence, souhaiterait que les bénéficiaires soient les gestionnaires de leur propre flotte de taxi. Oui. C'est-à-dire qu'on parle encore de gestionnaire de taxi. Vraiment gestionnaire de taxi. Donc, j'ai à ma charge la gestion de mon taxi. Donc, je reste gestionnaire dans mon corps de métier. Oui. Pour moi, tout colle. Vraiment, tout colle. Et pire, je n'avais pas encore le taxi. Parce qu'il fallait attendre que le fournisseur puisse livrer les véhicules à temps. Donc, vous savez que vous étiez en période Covid. Donc, là encore, l'approvisionnement chez le fournisseur, il fallait patienter. Il fallait patienter encore que les véhicules aillent encore pour les peintures. On n'y croyait même plus. On baissait les bras. On disait, mais c'est comment les choses de l'État? Ils ont sûrement donné des véhicules à d'autres personnes, etc. On a critiqué le projet. Vraiment, on a critiqué. J'ai été même là en train de dire, oui, non, là, le PNPE, ils ont encore donné les taxis à d'autres personnes. Nous, ils ont fait miroiter. On a dit ça. Moi, j'ai dit ça. Je pensais que ce n'était pas vrai. Et puis, quand on a reçu les coups de fil, parce que véritablement, il y avait un problème de communication. Il y avait un manque de communication. Donc, le PNPE a revu ça et a décidé de nous convoquer et de nous passer une formation, des formations en plus. Parce qu'il faut dire que dans ce secteur d'activité, nous avons été formés par le PNPE sur le cadre juridique dans la matière transport en commun. Voilà. Alors, aujourd'hui, maintenant que tu es gestionnaire de ton taxi et que dans Libreville, tu es le taxi Choco, oui. Je préfère le placer au milieu parce que Ivanov, quand il coupe, il peut couper. Il faut déjà commencer par ton numéro de téléphone directement, les deux. Alors, aujourd'hui, quand tu es gestionnaire de ton taxi Choco, comment tu t'en sors? Alors, donc, pour saisir l'opportunité, vous pouvez appeler le taxi Choco au 074 93 22 26, le même en Libertis, 066 93 22 26. Parfait. Voilà. Donc, ceci étant, Comment tu t'en sors aujourd'hui? Comment se passe le business? Est-ce que ça répond à tes attentes? Est-ce que ça répond à ce que tu te disais, à tes projections avant que tu ne l'aies? Je suis allé bien plus loin au travers de ce projet. Je suis allé bien plus loin. Aujourd'hui, j'ai revu mes orientations professionnelles. Vraiment, j'ai revu mes orientations professionnelles. Aujourd'hui, je veux m'impliquer véritablement en tant que gestionnaire dans ce secteur d'activité parce que je crois que j'ai quelque chose à... J'ai une pierre à apporter à l'édifice, à la construction de ça. Nous sommes Gabonais, nous savons de quoi souffre ce secteur d'activité. Et donc, il est temps, et c'est une aubaine pour le PNPE d'avoir apporté ça à la population gabonaise, ce projet, déjà par l'outil, qui est un outil innovant, c'est un véhicule tout neuf, dernière génération 2023, parfaitement entièrement climatisé. C'est une berline de la ville. Vraiment, ça n'a rien à voir avec les véhicules d'occasion par le passé. C'est-à-dire que tout usager aujourd'hui serait fier d'être conduit, non seulement par son frère gabonais, mais également par un véhicule où il sait qu'il n'aura rien à redire sur la qualité de transport. Donc ça, chapeau au PNPE, chapeau à l'État. Mais une fois j'ai dit ça, nous maintenant, comment nous on gère le produit, comment nous on gère le projet, parce que c'est à nous de porter le projet plus haut. Nous ne sommes pas là seulement que pour conduire les véhicules et gagner un peu d'argent. Non, on va plus loin. On se dit, on doit se réapproprier le secteur d'activité. Comment? Par les bonnes pratiques également. Parce que c'est ce qui est important. Nous, avant, nous étions également des usagers de taxi. On sait donc les griefs que nous portons à l'endroit des chauffeurs de taxi. Oui. Mais le métier de taxi, il faut le professionnaliser. Donc, il y a toute une démarche. Il faut se faire enregistrer, il faut se faire identifier à la Direction générale de l'artisanat, parce que c'est un métier qui rentre dans la nomenclature de la Direction générale de l'artisanat. Après, là-bas, on va à la chambre des métiers, ainsi de suite. Parce qu'il faut se faire identifier, il faut se faire connaître. C'est un secteur d'activité qui est régulé. D'accord? Donc, il y a des syndicats, et même qu'il y a beaucoup à faire encore. C'est en chantier. Je vous dis, c'est en chantier. Et je suis prêt, moi et les autres qui sont rentrés aujourd'hui, nous sommes prêts à apporter des innovations dans ce secteur d'activité. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il n'est plus question de vous transporter, vous, seul. Une fois que vous êtes transporté, vous avez d'autres besoins latents, toujours liés au transport. Vous imaginez le taxi qui vous prend le matin et qui vient vous chercher le soir, c'est le même taxi, si vous avez oublié les clés au bureau, à la maison, les clés du bureau à la maison, il peut aller le chercher pour vous. Donc le lien social reste là. Vous avez la bouteille de gaz, voilà, vous avez la bouteille de gaz qui est fermée, qui est vide, il peut le remplacer. Parce que c'est le transport, vous voyez, oui. Vous avez votre enfant qui est scolarisé.
Il peut le faire. Pourquoi confier encore vos enfants à quelqu'un que vous ne connaissez pas? Vous voyez, votre frère est là, il vous transporte, vous, en toute sécurité, en toute confiance. Vous lui faites confiance, vous savez l'outil. Et pire, ce taximan, il est identifié, il est connu de l'État. C'est l'outil de l'État. Vous imaginez? Quoi de plus sécure? En cas de problème, il y a une parfaite traçabilité. Quoi de plus sécure? Il est le propriétaire de son outil. Maintenant, on va aller plus loin. On va développer le coin. Comment on développe le coin? On se dit, combien sommes-nous? On dit, ouais, mais ils n'ont que donné que peu de véhicules. Non, c'est un projet qui est en développement. Maintenant, il faut que chacun, des jeunes au chômage, puisse dire, ah, mais tiens, le projet, il est en train de se développer. On peut s'y lancer, on va s'y lancer. Plus il y a un besoin, plus le projet va être développé de manière plus grande. Et aujourd'hui, je suis sûr que, et ça je le dis, c'est une annonce que je fais, il y a d'autres véhicules qui vont sortir pour d'autres Gabonais. On l'a dit, le PNP l'a dit, et moi qui suis à l'intérieur, je soutiens le PNP, je soutiens ce projet. J'ai vu d'autres véhicules arriver. Donc d'autres Gabonais doivent se préparer à faire le concours, à candidater pour cette offre, tout simplement. D'accord, on s'approche petit à petit vers la fin de notre émission. L'avant-dernière question, on a commencé à parler de ta vie socialement, de comment tu vivais toute cette période difficile de chômage. C'est tout à fait normal qu'on revienne sur cette question aujourd'hui. À quoi ressemble ta vie? C'est choco. Ma vie est choco. Ma vie est choco parce que je rencontre des personnes choco. Des personnes choco. Je vais dans les endroits choco. J'arrive à faire les choses choco parce qu'on a le pouvoir d'achat qui est devenu... Tes enfants ne manquent plus de rien. Non, ils sont choco. Les enfants vont chez le coiffeur même quand il ne faut même pas parce qu'il faut changer le design. Mais moi-même, je me suis mis une nouvelle coupe de cheveux. Aujourd'hui, certains ne me reconnaissent plus. Mais d'autres aujourd'hui disent que, ah, mais tiens, ça lui fait un nouveau look, tiens, c'est mieux maintenant aujourd'hui. Oui. En tant que j'étais au chômage, la barbe poussait on avait du mal à aller chez le coiffeur, parce qu'on n'avait pas le 500 qu'il fallait, le 1000 francs qu'il fallait. Donc, non, la condition sociale, évidemment, change, parce que le professionnel nous donne la force qu'il faut. Voilà. Et on reste le même, on ne change pas aussi. Parce que ce n'est pas pour autant que des choses s'améliorent, mais on tire aussi les autres. Au travers de nous, on tire les autres. Moi, je vais de temps en temps voir d'autres qui sont en inactivité, ou bien qui sont dans une activité, mais qui souhaiteraient se reconvertir. Donc, je suis là pour eux, je discute avec eux. Je ne bombe pas le torse, comme disent certains, parce que je suis dans un véhicule climatisé, je roule et je vais vite monter. Non, non, non. Alors, le taxi choco roule les vite monter parce que simplement, il y a la pollution et l'homme veut garder son véhicule toujours tout propre. Okay. Et puis, je me dis, les gens ont besoin d'une atmosphère assez conviviale, hein, d'un endroit bien climatisé, etc., qui puisse garder le make-up des femmes, etc. Vous voyez un peu. Donc, clairement. Voilà, le taxi choco. Alors, aujourd'hui, quand tu entends parler d'un programme étatique, d'un programme gouvernemental, est-ce que ton regard vis-à-vis de ce type d'annonce a changé? Clairement, il a clairement changé dans le fait où, d'abord, c'est l'information qu'il faut. Je répète ça, c'est l'information. Moi, je pensais que l'État, effectivement, ne communiquait pas, ou bien communiquait à une certaine hauteur, à un certain niveau. Mais non. Vous faisiez des effets d'annonce? Oui, ou bien, non. Je veux dire que moi, j'écoutais même pas la radio Gabon. J'écoutais même pas certaines chaînes de radio. J'écoutais même pas la radio. J'écoutais, même Urban. Il n'y a pas longtemps que j'ai connu Urban. Alors que... Bienvenue, cher auditeur. J'y reste. Donc, je ne connaissais pas certaines radios. Je ne connaissais même pas. Même la Une, aujourd'hui, on ne veut même pas suivre parce qu'on est connecté, on a un canal. Même quand on a un canal, on a même du mal à suivre notre propre journal, à suivre nos propres émissions. Donc, c'est là que certaines informations sont passées. Mais on ne va pas dire que l'État ne communique pas aussi. L'État communique. Il suffit à nous de saisir l'information. D'accord? C'est de saisir l'information. Non, moi, je dis, aujourd'hui, il y a une campagne actuellement que l'État... toujours pour soutenir l'entrepreneuriat, pour soutenir quand même ceux qui sont dans l'inactivité. Oui, il y a la campagne pour l'aide aux activités génératrices de revenus. Exact. Moi, aujourd'hui, pourtant, je suis dans un projet de l'État, mais cette aide en question, elle me concerne en tant qu'entrepreneur. C'est-à-dire que là, j'ai le moyen de pouvoir développer, je veux vous dire, au travers de mon seul taxi, je peux embaucher un cuisinier qui puisse faire le petit-déj pour les enfants, les petits-enfants que je transporte. Oui. Je peux embaucher le cuisinier parce qu'effectivement, il doit préparer à manger pour les professionnels aussi qui vont au boulot, qui n'ont pas de quoi manger. Il me faut un community manager pour prendre mon téléphone et lancer sur les pages, etc. Et gérer les courses, oui. D'accord? Il me faut un commercial pour trouver davantage de clients. Parce que ce n'est pas à moi de faire tout ça, moi je conduis. Les contrats annuels. Mais il me faut même un juriste pour regarder le contour juridique de tout ça. Oui.
Il me faut un juriste, il me faut un financier et un comptable. Donc, imaginez-vous qu'un seul taxi puisse produire 5 emplois, à minima 5 emplois. Dites-moi, 5 000 véhicules, 10 000 véhicules, combien d'emplois? C'est-à-dire que ce secteur d'activité est fortement pourvoyeur d'emplois. Et c'est là qu'on peut véritablement nationaliser le secteur. Et il faut que les gens rentrent dans le secteur, comprennent les problématiques et s'y attachent et transforment les choses en solutions. Merci beaucoup Hendrix, merci Taxi Choco. Vous comprenez du coup pourquoi il devait être mon invité du jour. Alors je vais rappeler certaines notions. Le PNPE, donc on parlait, lorsqu'on parlait du PNPE, on parlait du pôle national de promotion de l'emploi qui a mis en place un programme que l'on a appelé Un taxi, un emploi, un avenir, programme auquel Hendrix a candidaté et pour lequel il a été sélectionné et a bénéficié d'un taxi qui aujourd'hui, et ça, je mets ça en griffe parce qu'il y a toute une batterie de choses autour, et sa propriété. Il travaille avec son taxi, il produit de l'argent, il produit de la richesse, il transporte des Gabonais et surtout, il a participé à un programme national qui appelait énormément de candidatures de plusieurs compatriotes. Des choses à retenir. Lorsqu'on vit une période de chômage, parce que c'était la question du début, comment s'en sortir? Écoutez bien l'interview d'Hendrix. Vraiment, ne pas rester chez soi à broyer du noir et à ne rien faire. Aller vers l'information, chercher à se reconvertir, ne pas être figé sur « Ah, moi j'étais un commercial, si je ne trouve pas un travail de commercial, je ne ferai plus rien ». Il faut toujours chercher à se reconvertir, sait-on jamais. C'est peut-être devant qu'il y aura la solution. Et surtout, soyez ouverts à toutes les annonces, à toutes les opportunités et à toutes les possibilités, tout en espérant que ce podcast vous aura aidé. On va remercier Ivanov, qui est en plein aussi dans sa reconversion professionnelle. Merci Ivanov pour cet accompagnement hebdomadaire, et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité. Merci beaucoup Taxi Choco. Rappelle encore le numéro 066 93 22 26 074 93 22 26. Merci, au revoir.